Est-ce que vous... Et pour les autres, j'aimerais entendre tout le monde. Oui, il y a notre amie Alexandra. Oui, elle a lu. Oui, pour vous autres, j'aimerais écouter la réponse de tout un chacun. Delvaris a parlé, Mélissa a parlé, Alexandra a parlé, et vous autres, je vais citer les noms. Madame Isma, est-ce que vous avez lu le document? Wolf, est-ce que vous avez lu le document? Donc, vous ne me répondez pas. Farah, vous avez lu le document? Ok, en tout cas. Alors? Ok. Cet après-midi, on va parler bien sûr de la psychologie de la communication en classe. Donc, il faut, pour commencer, il faut souligner que la communication, c'est quelque chose de vital. Pourquoi c'est vital? On pourrait même dire c'est fondamental. Vital en ce sens que c'est quelque chose, c'est un outil, c'est un élément qu'on ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, on l'utilise dans la vie. C'est-à-dire que tant qu'on vit, eh ben, on doit communiquer. Et cela devient de plus en plus intéressant, important, très important pour nous autres éducateurs, psychopédagogues, d'utiliser la communication. C'est quelque chose qui autrefois a été tellement négligé par les éducateurs, les professeurs, les enseignants et tout cela qui évolue dans le domaine, dans le secteur éducatif. Et là, Gaston mis à l'arrêt dans cet ouvrage a souligné ce point-là qui est très important pour nous, éducateurs, pour nous, psychopédagogues. Et là, on va voir combien c'est intéressant de bien faire usage de la communication. Communication tant au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage. Parce que la communication, c'est quelque chose de réversible. Et il y a l'activité du professeur, ou du moins l'intervention du professeur, et le feedback des enseignants. Donc voilà la raison pour laquelle c'est extrêmement important. Et en tant que pédagogue, en tant qu'éducateur, psychopédagogue, donc on ne peut pas s'en passer de la communication et c'est extrêmement intéressant pour nous de comprendre pourquoi c'est tellement essentiel et à ne pas vouloir connaître tous les enjeux. Mais c'est comme si nous voulons précipiter, entraver même l'évolution, ou du moins c'est l'essence même de l'éducation. Donc, dans un cadre général, et je vais afficher pour vous, même si je ne sais pas si vous allez voir complètement l'écran, mais j'aimerais afficher pour vous mon écran et peut-être vous allez voir au fur et à mesure. Donc, dans un cadre général, donc il y a ces trois éléments-là qu'il faut considérer. Les conditions matérielles, les conditions de temps et les systèmes de valeur en présence. Et quand on parle de conditions matérielles, donc il faut voir que c'est beaucoup plus extrinsèque qu'intrinsèque. C'est-à-dire c'est des réalités qui entourent
l'environnement scolaire, en ce sens que on doit en tenir compte, que ce soit en tant que spécialiste en éducation, que ce soit nous en tant qu'enseignants, éducateurs, psychopédagogues, donc du moins fondateurs même de l'institution, on doit tenir compte de cette réalité-là, les conditions qui entourent l'environnement éducatif. En ce sens, on doit se poser la question, est-ce que l'environnement de l'école est trop bruyant? Est-ce que les salles sont suffisamment sonorisées? Est-ce que les salles sont bien aérées? Parce que imaginez si les salles, c'est trop spacieux et insonore, lorsque vous parlez, vous prenez la parole, donc c'est sûr qu'il va y avoir des échos, du moins c'est des enfants qui n'arrivent pas à bien vous capter, ou du moins vous n'arrivez même pas à capter l'attention de la moitié, voire la majorité des enseignants de la salle de classe. Donc voilà la raison pour laquelle quand l'école se trouve dans un environnement trop bruyant et manque d'aération, eh ben cela entre en vigueur, du moins c'est la communication. Vous voyez, non seulement vous parlez, vous transmettez des messages, mais il faut souligner que l'environnement extérieur transmet aussi des messages. Donc, vous voyez comment c'est compliqué la communication. Donc, c'est pas seulement, bon, on est là pour dispenser des cours, etc., mais il faut en tenir compte des conditions matérielles, conditions de temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il y a des moments de la journée, donc l'enfant, s'il y a telle réalité, l'enfant ne va pas vous suivre. Par exemple, un enfant qui a faim, vous voyez, un enfant qui passe trop de temps à vous écouter, ça va fatiguer l'enfant au moment, lors même que vous devez donner des activités et que vous continuez à parler, à parler, à parler. Donc, et ça va fatiguer l'enfant et son attention devient de plus en plus difficile à capter. Donc, il faut en tenir compte du moment. Il y a des moments dans la journée qui sont essentiels pour que vous puissiez en profiter. En ce sens, dans la matinée, très tôt dans la matinée. Donc, quand vous, vous, vous profitez de ce moment-là pour donner les messages assez fondamental, vital. Donc là, c'est sûr que à moitié, à majorité, vous allez capter l'attention et la façon dont c'est comme si la façon dont vous communiquez est favorable. C'est comme si vous tapez là où il faut. Parlons des systèmes de valeurs. Les systèmes de valeurs. Donc, est-ce que, voyez, j'ai crié ça en bref, l'éducateur, un psychopédagogue sera sensible à toutes ces conditions s'il veut essayer d'établir une communication soit avec un groupe ou avec un élève. Mais on voit d'abord les systèmes de valeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, l'élève, les positions, cela veut dire les positions politiques des élèves et des professeurs. Donc, vous voyez, et c'est pas, c'est la réalité qui existe dans une usine, dans d'autres institutions, c'est pas les mêmes systèmes de valeurs. Donc, c'est la réalité scolaire, c'est différent. Même si on évolue, on dessert des gens, on s'occupe des enfants, on aide des enfants à s'améliorer, mais il faut comprendre que la réalité, c'est différent. La réalité de l'environnement scolaire est essentielle. Et là, votre communication doit toucher, si vous travaillez avec un groupe, donc et la façon dont vous travaillez avec un groupe, c'est pas nécessairement la même façon que vous devez travailler avec un élève.
un individu. Parce que le canal ou les canaux utilisés ne doivent pas les mêmes, ne doivent pas être les mêmes pour lorsque vous travaillez avec un élève ou un enfant. Donc, dans un cadre général de la communication, là, Gaston Mialarey nous présente ces trois éléments. Les conditions de matériel, les conditions de temps et les systèmes de valeurs en présence. Donc, si j'avais de l'expérience euh, dans un, dans une manufacture, donc je travaille dans une usine, même si j'avais de l'expérience pour administrer, pour faire ceci, faire cela, mais vous allez voir que vous, a- vous allez voir que euh, pendant que j'évolue dans un milieu scolaire, ce doit être différent, très différent, parce que la réalité n'est pas la même. Considérons un autre aspect de la communication. Et Gaston Mialarey nous parle de la source ou les sources des messages. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je devrais vous poser la question, mais dommage, vous n'avez pas lu, la majorité d'entre vous n'avez pas lu le document. Et je vous ai demandé de lire pour moi le document parce que c'est extrêmement important. Quelle est la source ou quelles sont les sources de messages? De nos jours, si en milieu scolaire, c'était le professeur qui, qui était considéré comme le pic de la Mirandole, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui possède tout le savoir. Maintenant, on sait pertinemment que tout cela est faux. Tout cela est faux en ce sens que et en ce sens que il existe d'autres paramètres, ou du moins on l'appelle l'école parallèle. L'école parallèle, on y trouve les mass médias. Donc, tous les messages reçus par l'élève, eh bien, ce n'est pas seulement les messages du professeur. Ce n'est pas seulement les messages véhiculés à l'intérieur de l'école. Ce n'est pas seulement les messages, les valeurs que l'école transmet aux élèves. Les élèves, les apprenants reçoivent d'autres messages. Et ceci, les mass médias. Et maintenant, encore plus les réseaux sociaux. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les réseaux sociaux participent dans la communication, dans ce que nous communiquons aux élèves. Donc, si vous pensez que vous êtes le seul à communiquer aux élèves, donc là, c'est tout faux. Donc, il n'y a pas que vous qui communiquez des choses aux élèves. Donc, il y a les mass médias et présentement, il y a, il y a les réseaux sociaux. Donc, en gros, on peut considérer que les sources des messages, c'est les mass médias, les réseaux sociaux. Donc, voilà à ce point-là comment notre travail devient de plus en plus compliqué. Notre travail devient de plus en plus compliqué. Donc, à part les sources des messages, il y a des messages directs et indirects. Donc, il n'y a pas que les messages de sources directes et indirectes. Il y a des messages de sources individuelles et collectives. Donc, considérons d'abord sources directes et indirectes. Donc,
la personnalité, votre personnalité. Donc, si vous faites quelque chose et que vous dites et que ce que vous communiquez verbalement, c'est autre chose, ça ne traduit pas votre comportement, vos actions, vous envoyez des messages. Donc, parce que votre personnalité, la personnalité même de l'éducateur est aussi un des éléments, des sources de messages. Donc, vous communiquez, votre comportement. Donc, il faut faire vraiment attention au comportement que vous affichez à vos apprenants. Donc, ce n'est pas seulement ce que vous dites qui parle, qui communique des messages. Ce que vous, voyez, ce que vous affichez comme comportement, eh bien, cela contribue à communiquer à vos apprenants les valeurs. Et si telles sont les valeurs. Donc, comprenez-vous bien que indirectement, directement, volontairement, involontairement, vous communiquez des messages à vos apprenants. C'est la raison pour laquelle donc, ce que vous dites eh bien, confirme le comportement que vous affichez. Et c'est extrêmement important de voir la réalité sous cet aspect-là. Donc, il y a les messages individuels et collectifs. Donc, les messages individuels et collectifs, et je lis pour vous, à de très rares exceptions près, les messages que nous envoyons à nos élèves ne proviennent pas uniquement de nous. C'est-à-dire, nous empruntons au savoir humain une très grande partie des messages utilisés. Et les cours réellement originaux sont très rares. L'éducateur est donc un des éléments de la chaîne de la transmission du savoir. Et cela n'enlève rien à la grandeur de son action. Il faut aussi considérer les aspects collectifs des sources de messages. Nous savons maintenant que l'existence d'une équipe pédagogique devient de plus en plus une réalité. D'où les personnes ressources, la collaboration entre les enseignants, entre les collègues au niveau de l'école, au niveau du système éducatif, devient une priorité. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que nous ne possédons pas la science infuse. Nous ne possédons pas tout le savoir, toute la connaissance. C'est là toute l'importance de collaborer, de s'équiper, de nous mettre ensemble pour pouvoir et repousser vraiment l'école parallèle, ou du moins c'est les différentes sources de messages parallèles, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant, l'enseigné, eh ben, il est exposé à toutes sortes de messages, venus de l'extérieur. Donc, mais il faut comprendre, pour aller plus loin, il faut comprendre que nos messages, généralement, ce sont des messages codés. Et que l'on veuille ou non, donc quand on parle, on transmet, on communique, il y a des, il y a, il y a des codes au niveau de nos messages. Il y a des codes. Nos messages sont codés. Nos messages sont codés. Codés comment? Donc, imaginez que nous utilisons le codage au niveau visuel. Donc, l'expression faciale et la façon dont on regarde
enfonce les soucis, peut-être le message dont vous envoyez n'est pas nécessairement l'interprétation que font les apprenants. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller bien au message que nous envoyons, parce que c'est pas toutes les fois que les apprenants interprètent sciemment ce que nous voulons leur dire. Il y a le son, quand on élève la voix, ou du moins on a une voix assez sonore, et, ou du moins on utilise telle image, et tout cela correspond à des messages. Et on doit faire beaucoup attention. Imaginez qu'au moment de l'évaluation, et que vous remarquez qu'un élève commet une erreur. Eh ben, donc, si vous lui touchez l'épaule, etc., peut-être, alors, de là, vous lui communiquez un message. C'est pas nécessairement, vous lui communiquez directement que, mais vous commettez une erreur, donc reprenez-vous. Peut-être c'est pas à ce niveau-là qu'il va interpréter votre message. Mais vous lui communiquez un message. C'est au moment même qu'il commet une erreur, donc vous lui tapez. Merci. Mille excuses pour cette coupure. Et donc, je vais reprendre rapidement. Donc, il faut que le message codé, il faut que le message codé soit bien connu des apprenants. Donc, parce que dans le cas contraire, il pourrait penser que vous leur dites autre chose de ce que vous voulez leur communiquer. Donc, il faut faire vraiment, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'observer un couple, ou du moins c'est vos parents, un regard seulement du mari, de votre père, et il pourrait dire beaucoup de choses à sa femme. Beaucoup de choses à sa femme. Donc, le message, et la femme a bien compris et le message véhiculé, communiqué par son mari, parce que ce langage-là, il parle, c'est-à-dire le mari et la femme parlent ce genre de message. Donc, quand vous voyez, quand vous communiquez tel message qui n'est pas clair, totalement clair, connu de tout le monde, etc. Donc, que ce code-là, que ce message codé-là soit connu par vos apprenants. Donc, imaginez que vous utilisez un langage qui n'est pas connu de tous, mais qui est qu'en revanche, vos apprenants doivent être en mesure d'interpréter ce genre de message, parce que
pour eux, parce que quand vous communiquez, c'est à eux que vous communiquez. C'est dans leur intérêt. Donc, c'est extrêmement important que vous parlez le même langage, vous qui sont en mesure de décoder vos messages, parce que c'est extrêmement important. Parce que quand vous parlez à eux, eh vous parlez pour vos apprenants, vous parlez avec vos apprenants, donc c'est essentiel qu'ils connaissent, qu'ils sont capables d'interpréter, de comprendre le message véhiculé. Et ici, Gaston Millaret a noté que il faut aussi assurer que le code utilisé par le maître, par vous, soit connu par les sujets récepteurs. Donc, si vous utilisez un langage qui est inconnu de vos apprenants, c'est sûr que c'est difficile que vos apprenants arrivent à décoder le message. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans le message, dans la communication, en tant qu'éducateur, il faut qu'on soit cohérent. Qu'on soit cohérent. Donc, on s'assure que le message envoyé avec des codes différents ne soit pas un sujet de découragement, de démotivation, ou du moins c'est de déconnexion aux élèves, mais que ça soit cohérent et compris des apprenants. Il y a l'émission des messages. C'est quoi l'émission des messages? Et Gaston Millaret nous dit que l'émission des messages, c'est l'art de l'émission, c'est l'art de l'émission des messages. L'art de l'émission des messages est celui de l'acteur, et tout éducateur doit être un peu acteur. À quoi servirait le meilleur des messages s'il n'est pas transmis de façon à être reçu? Donc, imaginez que vous parlez trop vite. Ça, c'est la vitesse du message. Vous parlez trop vite. Vous voyez, vous allez trop vite, ou du moins, vous parlez, c'est comme si vous plaignez. Donc, quand vous parlez trop rapide, ça va décourager les élèves, les apprenants vont se perdre à mi-chemin. Et si ça pourrait leur pousser à dormir. Et si vous parlez trop lentement, ça encore produira le même effet. Donc voilà la raison pour laquelle de trouver la bonne formule, et ça, c'est à vous de découvrir, de faire preuve de l'art que vous devez utiliser pour, bien sûr, et arriver à maintenir l'équilibre. Quand est-ce que je dois aller rapide, pas trop rapide, parce que le trou, c'est en tout temps excès, l'excès entournuit. Donc, trop faible, c'est trouver le juste milieu, l'équilibre entre la vitesse et le message que vous communiquez. Quand est-ce que il faut communiquer? Et il faut parler rapide, vite. Quand est-ce qu'il faut parler rapide, ou bien quand est-ce qu'il faut aller un peu plus lent, un peu lent. Donc, c'est à vous de trouver dans quelle situation cela marcherait mieux. Dans quelle posture je dois prendre dans la vitesse du message. L'intensité, c'est quoi l'intensité? Eh bien, c'est quelquefois quelqu'un parle très fort, bien au point de crier.
Ça pourrait vraiment fatiguer et créer trop de bruit. Et, et quand vos voix n'arrivent pas à atteindre le dernier rangé de la salle, et surtout, on avait parlé tout ça pour commencer, surtout si la salle n'est pas bien aérée, bien sonorisée, donc cela va causer de l'ennui, de la fatigue, de découragement, de la démotivation. Vous voyez comment c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Je vais vous donner la parole avant de continuer si vous avez des questions et des remarques, je ne sais pas. Vous voyez comment c'est compliqué le métier d'éducateur, le métier d'enseignant et comment oui, on a non, non. Oui, on a bien préparé le cours. Oui, on a tous les matériels possibles à utiliser. Mais nos interventions, c'est pas seulement nos interventions, ça ne concerne pas nécessairement, uniquement, exclusivement les notions à transmettre, mais notre attitude en salle de classe, notre comportement. Vous voyez, un professeur ayant 6 mois n'avait pas reçu son gain, ses payrolls, etc. Vous voyez? Et un ancien qui a un problème psychologique, est-ce qu'il va venir en salle de classe et là afficher tous les détresses, toutes les préoccupations qu'il a? Donc, vous voyez comment c'est compliqué d'accomplir même notre tâche d'enseignant, notre tâche en tant qu'éducateur. Donc, cette question de communication, c'est extrêmement important. Avant de vous passer le micro, si vous avez des questions et des remarques, il y a un dernier point à ce niveau qui doit avoir. Donc, c'est la modulation, les intonations. Vous voyez, et les intonations, et c'est important. Imaginez que si je vous lis ces deux phrases, et c'est la même chose qui est écrite, la même chose qui est écrite dans les deux phrases, mais par le fait que au niveau linguistique, il y a les virgules qui les séparent à différentes positions, cela traduirait différentes choses. Et je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout le monde a vu mon écran? Ok, mais je vais vous lire pour vous parler de l'intonation, la modulation. Si je vous dis l'inspecteur, virgule, allô? Oui, oui. Oui, oui, c'est après. Mais je vous lis ces deux choses pour vous dire que cette question de communication, on doit faire, on doit prêter beaucoup attention. L'inspecteur dit, l'inspecteur, virgule, dit le maître, virgule, est un âne. Ça, c'est la première chose. L'inspecteur, virgule, dit le maître, virgule, est un âne. Ici, dans cette phrase-là, qui est entre le professeur et le maître, qu'est-ce qui est un âne? L'inspecteur, virgule, l'inspecteur, virgule, dit le maître, virgule, est un âne. Est-ce que c'est le maître qui est un âne ou l'inspecteur? Ok. Deuxième phrase. L'inspecteur dit, virgule, le maître est un âne. Ouais. Donc, si en parlant, vous mesurez de part et d'autre l'intonation à différentes manières, cela va envoyer un message différent. Imaginez que Sabine, vous êtes responsable d'aller communiquer à des gens tel ou tel message. Et puis, vous
utiliser l'intonation. Bon, l'inspecteur dit le maître est un âne. L'inspecteur a dit, le maître est un âne. Voyez, c'est l'intonation. Dans le message qu'on communique, si on utilise la modulation de différentes façons, même si dans l'intention, on n'a pas voulu blesser, ou du moins on n'a pas voulu dire ce qu'on dit, ça, on n'a pas voulu dire ainsi, ou du moins c'est pas ce que vous voulez dire, mais l'intonation, la modulation va vous contredire, parce que là, vos messages, c'est de communiquer, vous communiquez, mais sans vouloir communiquer ce que, ou du moins sans vouloir communiquer ce que la façon dont les gens, les récepteurs ont perçu le message. Donc, il faut faire extrêmement attention à cette question de communication et le codage et les gens que vous allez faire des interventions, vous allez dire un discours. Il faut connaître l'auditoire. Vous êtes des gens de l'Ouest et on réclame votre présence dans le Nord. Et que arrivé dans le Nord, ou utiliser le mot croquer. Donc, pour les gens du Nord, c'est autre chose. Pour les gens de l'Ouest et du reste du pays, donc, croquer en bagaille, c'est croquer valise moi, croquer sac moi. Mais dans le Nord, c'est autre chose parce que les codes ne sont pas les mêmes. Donc, il faut faire très attention. Avec des enfants du primaire, il y a une façon de communiquer différente avec les enfants de secondaire. Vous voyez comment c'est sensible la communication. Surtout quand c'est nous qui communiquons un message. Oui, c'est vrai, la personne qui reçoit le message est aussi impliquée, est aussi bien impliquée que la personne qui communique le message. D'où il faut vraiment faire attention avec cette question de communication. Et, avant d'aller plus loin, je vous passe le micro si vous avez des questions, remarques, avant de continuer. Et il ne nous reste pas beaucoup de choses. Oui. Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que je peux continuer? OK. Il y a la transmission des messages. Comment doit-on transmettre les messages? Eh ben, il y a les messages qu'on transmet par voie orale et c'est la plus fréquente. Donc, et au point qu'on on arrive à confondre, ou du moins quand on parle de communication, on voit l'oralité. Oui, c'est la plus fréquente, la plus utilisée, mais c'est pas la seule voie, la seule manière de communiquer. Donc, on sait que même dans la Bible invite, comme Salomon l'a dit, que on doit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, il faut surveiller à ce qu'on dit parce que quand on parle beaucoup, on ne réfléchit pas autant.
du moins on ne mesure pas autant nos paroles. Donc, il faut prêter beaucoup attention à ce qu'on dit. Mais écoutez, les messages visuels, imaginez qu'il y a des images qu'on affiche dans un cours. Du moins, on utilise des rétroprojecteurs. Et de nos jours, nous, en tant que psychopédagogue, on ne peut pas s'en passer de la technologie. On fait des interventions, on expose nos cours, on utilise des vidéos, des images, et ça parle à notre place. Du moins, ça complète ce que nous n'arrivons pas à traduire, à expliquer les images, les vidéos. D'où, et ça complète. Ça ne doit pas remplacer le rôle de l'enseignant, bien sûr. Et ça apporte des ajouts, ça doit compléter. Et le langage, du moins, c'est ce que l'enfant, ce que le professeur n'est pas en mesure de dire, d'avancer. Donc, il n'y a pas l'expression orale, il y a le visuel. Vous voyez? Donc, dans les images, dans les vidéos, vous voyez? Donc, et ça, c'est extrêmement important. Donc, par-dessus tout, il n'y a pas cette question d'image et vidéo, audio-vidéo, mais il y a aussi cette question de l'élément. L'élément vital parallèle, c'est le bruit. Pourquoi on les appelle bruit? C'est parce que ça est tout le temps, ça perturbe le message les valeurs qu'on veut communiquer aux enseignants, aux élèves, pardon. Imaginez que vous êtes dans la salle de classe, vous intervenez sur tel sujet. Et sujet, que ce soit sur le respect, la tempérance, du moins c'est le respect des biens d'autrui. Et quelque part, à la maison, les parents racontent autre chose. Ça, ce sont des buts. Et n'oubliez pas, et depuis le début de mon exposé, je vous ai dit que l'environnement, les mass médias, l'école parallèle, c'est les mass médias, les réseaux sociaux envoient des messages, communiquent des messages aux apprenants. Donc, et d'une part, on fait des interventions pour le bien-être, le développement, la croissance des apprenants, en les transmettant des valeurs. Mais parallèlement, de notre côté, il y a des buts et le message qui déforme la réalité des récepteurs, des enseignants, des apprenants, des enseignants. Donc, et ça, on l'appelle, selon Gaston Mialaré, des buts. Les buts, ce sont ces éléments-là qui déforment, qui contredisent, ou du moins qui affichent une autre réalité, perception à celui qui reçoit le message ou à qui on communique le message. Donc, dans la transmission des messages, il y a la voix orale, c'est ce que nous communiquons aux apprenants, mais les buts aussi communiquent aussi, peut-être oralement, les parents, la communauté. L'audiovisuel, on utilise la technologie, bien sûr, les rétroprojecteurs pour afficher des vidéos audio. On utilise PowerPoint pour faire des exposés. Mais il y a parallèlement les mass médias, la technologie, les réseaux sociaux qui sont sur la route des apprenants et qui envoient d'autres messages. C'est à ce moment-là, notre tâche en tant que pédagogue, psychopédagogue, se complique parce que il y a tellement de voix, il y a tellement de messages qui arrivent aux apprenants et que là, c'est avec beaucoup d'efforts et ça devient difficile pour eux de bien comprendre, du moins de bien
à se positionner parce que là, il y a tellement de voix qui parlent. Donc, quand il y a la communication, il faut qu'il y ait la réception. Quand je communique un message, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoit le message. Est-ce que je peux parler en plein désert? Ben, tout le monde va me considérer comme quelqu'un qui délire. Est-ce que je dois, même s'il y a des gens autour de moi, mais je parle à moi-même. On va commencer à douter de moi, ou du moins à me voir autrement, parce que là, c'est comme si dans mon mental, dans mon dans mon psychique, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la réception d'un message suppose que deux conditions au moins soient réalisées. Une disposition affective, des conditions sensorielles. Les conditions affectives sont celles qui permettent au sujet de recevoir ou de refuser. Vous voyez, votre comportement, c'est extrêmement important. Parce que votre comportement parle beaucoup plus fort, beaucoup plus clair, beaucoup mieux que vos expressions. Et si vous parlez de l'amour et que jamais dans vos actions, vous ne posez aucune action, jamais, qui reflète de l'amour, c'est sûr que cette leçon-là, c'est comme si vous parlez de l'amour, mais vos gestes, vos actions vous contredisent. Donc, vous voyez, c'est ce côté affectif. Donc, il faut qu'il y ait vraiment la confirmation, parce que l'on veut ou non, on affiche des comportements. Il faut qu'il y ait la confirmation de nos comportements dans nos messages, ou du moins c'est le message oral traduit sciemment, nécessairement ce qu'on veut communiquer à travers nos comportements. Donc, lorsque l'élève n'accepte pas vos messages, si vous n'êtes pas crédible et que vous pensez parler de la crédibilité et vous pensez que vous êtes la personne la mieux placée pour faire la raison aux élèves, donc ça, ils vont commencer à perdre confiance. Et notre métier d'enseignant, d'éducateur, de psychopédagogue, c'est d'inspirer confiance à nos apprenants. Bien sûr, de les inspirer de confiance. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir les motiver. Bien sûr, on va pouvoir les motiver. Et quand on arrive à les motiver, on gagne leur confiance, eh bien, ils sont prêts à commencer l'aventure avec nous. Donc, il faut qu'il y ait vraiment ce côté affectif. D'autres conditions, c'est les conditions sensorielles qui correspondent aux conditions physiques des messages. Intensité suffisante, vitesse raisonnable. Il serait facile de donner de nombreux exemples de difficultés scolaires liées uniquement au fait que l'élève ne voit pas ce qui est écrit au tableau ou n'entend pas ce que dit le maître. Donc ça, c'est juste une répétition de ce qu'on avait dit. Donc, on va parler de l'amour. Et que, ou il vient dans la classe là, ou venir tout préparer. Bien préparer pour comprendre, ou préparer pour apprendre. Moi, remarque gen yon ou bien deux apprenants. Nous kan grand goût. Ou remarque problème ni gen c'est grand goût. Mais on pas longer comme balé comme ça. Ou doit aborder que soit dans brique là pour connaître qu'est-ce qui ne va pas.
Et au premier abord, c'est pas facile de vous avouer, voilà, j'ai tel ou tel problème. Et si vous remarquez qu'il est impossible à lui de vous communiquer vraiment la réalité, donc vous pouvez lui avancer, faire des avancées, du moins se proposer même que vous voulez acheter telle ou telle chose pour lui. Lè qu'on arrive écraser gangou ça dans votre lit, eh ben, tout message d'amour t'a parlé, il vient nan haut. Et là, vous deviendrez un sauveur pour cet enfant ou bien cette personne. Donc, c'est ça. Je vous donne cet exemple, c'est juste pour vous dire que voilà comment il est important, c'est essentiel pour nous vraiment de faire bon usage de la communication. Et pour commencer, je vous ai dit que la communication, c'est vital. On le trouve partout, partout, dans tout milieu, dans toutes les réalités. Encore, c'est plus essentiel en milieu scolaire. Imaginez que on accorde le bénéfice du doute à quelqu'un et qui ne mérite pas ce bénéfice du doute. On pensait qu'il allait faire son travail conformément aux règles, aux principes, aux valeurs de l'institution et qu'au fond, la personne n'a rien à voir, ne possède pas ces valeurs-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va communiquer? Donc, il pourrait vraiment chambarder tous les efforts que nous avons déployés, que l'institution a déployés, tous les efforts et les réalisations pendant tant d'années. Donc, il faut vraiment des hommes comme nous pour vraiment redorer le blason, redonner l'espoir à nos apprenants, les faire comprendre que la vie n'est pas seulement de posséder une voiture, de posséder une maison, mais la vie, c'est de considérer les autres autour de nous, à côté de nous. Parce que celui qui est à côté de nous est aussi important pour nous, pour la société. Donc, c'est extrêmement important. Extrêmement important pour nous, vraiment de considérer cet aspect. En somme, le message, la communication doit être quelque chose qui est comprise par l'élève. Donc, l'élève doit être suffisamment être en mesure de comprendre le message qu'on lui véhicule. Donc, il doit être en mesure d'interpréter, mais de ne pas essayer de tâtonner, mais je dis d'interpréter nos messages. Nos messages doivent être compris de nos élèves parce qu'on communique pour eux, on travaille pour eux, on travaille pour leur bien-être. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, utiliser un langage assez simple, assez modeste, c'est suffisant et ce sera suffisant. Donc, nous en tant qu'éducateurs, et je répète une nouvelle fois, notre attitude psychopédagogique doit permettre à nous d'être constamment à l'écoute de ce qui va et de ce qui ne va pas. Je vais conclure pour dire que, avant de recevoir vos questions, la communication, ce n'est pas seulement de transmettre. Il faut écouter. On a parlé pendant plusieurs minutes sur la communication, c'est transmettre, mais il faut écouter. En tant que psychopédagogue, on doit être à l'écoute de ce qui va et ce qui ne va pas chez l'élève, chez l'apprenant. Et si on est à l'écoute, quand je dis être à l'écoute, c'est pas à pencher seulement les oreilles, non. Mais on écoute avec les yeux aussi.
on écoute avec nos esprits. Il y a tel comportement, telle attitude de tel élève, ça nous communique quelque chose. C'est pas tout le temps verbalement, oralement, ils doivent parler pour que nous puissions écouter. Dans un moment de silence, ben, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui parle, même en silence. C'est pourquoi il y a langage verbal et non verbal. Donc, rappelez-vous que si vous avez l'habitude de transmettre des messages, et j'avais fait la référence à Salomon, lent à parler, prêt à écouter. Et à ce moment-là, on devient sage. Donc, il faut, en tant que psychopédagogue, on doit être constamment à l'écoute de ce qui va et de ce qui ne va pas. C'est pourquoi notre formation à ce niveau est une priorité. Notre formation au niveau psychopédagogie, c'est une priorité. Parce qu'on doit savoir, on doit développer cette capacité pour dire que quand est-ce qu'il faut être à l'écoute et quand il faut parler, quand il faut garder le silence, quand il faut observer et quand il faut donner la parole aux autres. Ça, c'est fondamental, c'est vital. Donc, il est essentiel à vous et à moi d'apprendre aussi bien à parler qu'à écouter. D'apprendre aussi bien à écouter qu'à parler. Donc, telle est ma présentation, mon intervention aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des remarques, on va terminer exactement à 6 heures aujourd'hui. Et si vous avez des remarques, des questions, je vous écoute. Et Sabine a pris à manger Timoun. Bonsoir, monsieur Adrien. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir Fabienne. Content de t'entendre. Oui, parfait. Oui, on vous entend parfait. Bonsoir Fabienne, on vous entend. Vous pouvez parler Fabienne. Et c'est dommage pour nous en tant qu'éducateurs, il n'y a jamais eu de menu et des choses toutes faites. Même dans des ouvrages, dans des matériels pédagogiques et psychopédagogiques, même si un auteur nous présente quelque chose, ça peut être utilisé à un endroit, dans un contexte, mais ce n'est pas dans tous les cas. Et on ne peut pas dire qu'il existe une formule pour dire que gens, quand on chauffeur moto, les a viré nos cafés au gonjan, on met main au viré, surtout en province. Pour nous autres éducateurs, c'est impossible de trouver un menu tout fait pour dire que voilà quel code. Et cela va venir avec l'expérience qu'on va avoir année après année dans nos interventions. Peut-être quelqu'un un jour pourra relater quelques-uns et des codes, mais à mon avis, et pour ma connaissance, c'est pas que cela existe encore. Donc, mais il y a des professeurs qui utilisent un langage pour, pour communiquer avec tel ou tel groupe. Vous voyez, avec tel ou tel groupe. Donc, mais je n'ai pas de connaissances pour dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, quelques codes. Mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est que on doit vraiment utiliser un langage qui soit compris
de tout le monde, de tous nos auditeurs, nos récepteurs, et que ce message-là est très clair. Et je pourrais relater ce même exemple. Donc, quand on a pensé dans la salle de classe, on élève, étudiant dormi, pas juste à crier, me dire, hey, pour qu'il soit dormi, et Fabienne, etc., levez, et la pas chambre la caillou. Non, et pas me dit ça. Je juste passer, me taper sous épaule, pour me dire, je suis à l'écoute. L'autre chose que j'utilise moi-même, et quand j'enseigne dans une salle de classe, eh ben, je tiens à ce que je mémorise tous les noms. Comme ça, et si Fabienne parle beaucoup, et elle dit, Fabienne, vous me suivez? Donc, pour dire que je vous suis Fabienne. Donc, c'est ça, c'est pas dans les ouvrages que je les apprends. C'est pas dans les ouvrages. Mais je développe ça année après année et ça a apporté du fruit quand je connais les noms de tous mes élèves, de tous mes apprenants, de tous mes étudiants. Cela me facilite cette tâche pour essayer de rester en connexion avec eux. Donc, c'est tout ce que je pourrais te dire. OK? C'est bon? D'accord, merci, monsieur. Et j'ai une question. Mhm. Quand on est en salle de classe et puis on fait ce message, il y a une personne, par exemple, qui n'écoute pas. Mhm. À ce dernier coup, on voit qu'il a compris. Qui là? Est-ce que c'est parce qu'on a bien fait passer le message ou c'est la personne Qui là, toi? Qui là, toi, quoi? cette personne-là n'écoute pas vraiment. Soit elle travaille, ou du moins, Fait- à ce que des fois, dans les tâches à ce que des fois, on a fait les pédagogies, j'ai pour le professeur. Donc, après les cours, on remarque que certains étudiants ont compris ce qu'on a dit dans le message. J'aimerais savoir, donc, est-ce que chez Oui, oui. Et- ça a été interrompu. oui, oui, c'est dommage. Ok. Là, je peux pas dire oui, non. Je peux pas dire oui et c'est à cause de cet tourment, ou du moins c'est de sa turbulence qu'il a compris, ou du moins c'est quelles étaient, quelles étaient sa raison, ses manœuvres, etc. Pourquoi? Et en dépit du fait que il a agi de la sorte, mais il a compris en fin de compte. Et, cela nous interpelle, bien sûr. Cela nous interpelle en ce sens que pourquoi l'élève s'est montré tellement turbulent, tellement et qui n'accorde pas suffisamment d'attention, et qu'au final, on a, on a perçu que il a bien compris, ou du moins il a compris tellement. Ça nous interpelle. Mais est-ce qu'on pourrait poser la question, mais est-ce qu'il a compris vraiment? Ou bien s'il a compris, donc dans la prochaine séance, eh ben, je vais lui demander eh, d'occuper ma place, ou du moins d'être responsable de telle activité, de telle ou telle activité. Ce que je peux dire, certaines fois, l'enfant, c'est pas qu'il n'a pas compris le cours, mais il, il voudrait que vous portez une attention soutenue à son égard. Ou du moins, c'est vous, vous mettez le projecteur sur lui. Cela m'était arrivé je crois, en 2000 en 2015. Et
j'intervenais pour Compassion Internationale dans le Nord. Mais il y avait un type qui, qui dérangeait la salle. Mais j'ai vite compris que c'est quelqu'un qui aime contrôler, ou du moins c'est qui aime avoir du pouvoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans les activités de groupe, je lui ai confié la responsabilité de contrôler, de diriger, d'assurer le contrôle du groupe. Quelquefois, l'enfant qui devient perturbateur, c'est pas vouloir l'être qui fait tout ça. Il, il aimerait justement avoir votre attention, peut-être vous manifester de l'amour pour les autres apprenants et que, et, et que vous ne maîtrisez même pas, vous ne connaissez même pas son nom. Donc, c'est une façon pour lui d'attirer votre attention. Et ça, c'est l'explication que je pourrais vous donner. Il y a, parallèlement, ça ressemble à votre question, Fabienne, il y a Alexandra qui nous dit dans le message que un enfant si je me rappelle bien, un enfant qui est dans la salle et qui dérange tout le temps, et la salle de classe, et comment communiquer avec lui, comment communiquer avec cet enfant. Donc, certaines fois, comme je l'ai dit, s'il s'agit d'un enfant, d'un adolescent, etc., et cet enfant-là pourrait être avide d'affectif. Donc, il aimerait avoir un morceau d'affection de vous. Surtout s'il ne trouve pas de l'affection chez lui, dans son environnement immédiat, et dans son quartier, etc. Donc, arrivé à l'école, il attend à ce qu'il trouve un peu d'amour, un peu d'attention venant de la part de son enseignant, de son enseignante. Donc, peut-être vous pouvez prendre quelques minutes de votre temps, et soit pendant la récréation, du moins après le renvoi, pour essayer de comprendre vraiment, vraiment le comportement ou l'attitude de l'apprenant. Donc, en, en faisant cela, vous allez remarquer, vous allez découvrir vraiment comment le comportement de l'enfant, ça s'avérait un mystère. Oui, un mystère. Donc, il faut, il faut vraiment prêter beaucoup attention aux enfants, aux adolescents, surtout aux adolescents. Vous voyez, donc quand on travaille avec les ados, et c'est pas qu'ils sont tellement compliqués, mais c'est des gens qui pensent qu'ils savent tout. Et c'est là que le bas blesse. Oui, Madame Isma, il y a des enfants doués, surdoués. Mais c'est à nous de vraiment de canaliser cette potentialité, cette énergie, parce que il, il pourrait faire de mauvais usage. Parce que il faut voir que en milieu scolaire, il n'y a pas seulement les savoirs qu'il faut communiquer, qu'il faut transmettre. Il y a aussi le savoir-être. Oui, c'est le savoir-faire aussi, mais le savoir-être, c'est-à-dire les valeurs que nous sommes appelés à développer. Vous voyez, à développer et chez nos apprenants. Et merci, Madame Isma. Et pour éviter les dérapages, trop de temps mort, trop de bruit, etc., dans nos interventions, il faut, et on se rappelle, je vous rappelle, il faut planifier dans vos interventions des activités. Quand vous donnez, c'est-à-dire, quand vous donnez des activités, vous ne faites pas seulement les transmettre des savoirs, mais vous les transmettre aussi bien les savoir-faire
et les savoir-être. C'est-à-dire, vous les appelez à devenir autonomes. Vous les appelez à devenir autonomes, c'est-à-dire à faire de par eux-mêmes et les travaux. Vous les responsabilisez. Certaines fois, même si vous préparez vos interventions, mais donnez-leur un peu d'espace pour qu'ils puissent intervenir, pour qu'ils puissent à prendre en charge la responsabilité de leur acte. Et à ce moment-là, vous êtes à l'écoute. D'où la communication. Certaines fois, on veut faire tout à leur place et on n'a pas pris un peu de recul pour comprendre la situation. Il faut, il vous faut cela. Il nous faut cela, un peu de recul. Sinon, on va se fatiguer trop et on va appliquer des crises et là, ça deviendrait moche pour nous. Donc, en tant qu'éducateur, il ne faut pas arriver à ce point-là de piquer des crises. OK? Et merci, Madame Isma, pour vos idées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, parle plus fort. Mhm. Oui, yeah, yeah, yeah. Yeah. Hmm? Mhm. Mhm. Ouais, ouais, et c'est parfait. Et je dirais, j'ajouterais pour dire que les codes développés par l'habitude entre l'enseignant et et les enseignants sont beaucoup plus forts que les codes généraux. Imaginez, pour les questions, pour l'aspect de buis, etc., quand il y a du buis dans la salle, eh ben, je me rappelle qu'un auteur a dit, eh ben, on va commencer à compter. On va dire un, puis lance. Un lance, deux lance, trois lance, arriver à silence pour dire que eh ben, tout le monde doit faire silence. Donc, mais si on voit, toutes les théories ne sont pas encore découvertes. C'est pourquoi, en tant qu'éducateur, on est des scientifiques et des artistes. On est à la fois des scientifiques et des artistes. On utilise les théories, mais on a la possibilité de faire des découvertes, d'utiliser notre ménage, d'utiliser notre intuition pour vraiment faire des découvertes, créer. Vous vous rappelez, en tant que pédagogue, psychopédagogue, vous êtes appelé à créer, à inventer. Vous voyez, des choses qui peut-être qui sont existées, qui existent peut-être seulement dans votre pensée, dans notre pensée. Ouais, ouais. C'est comme ça, c'est le courant qui passe avec ce groupe. Et l'année prochaine, vous aurez un autre groupe. Essayez de faire mieux et plus encore. Parce que le courant que vous avez eu avec le groupe l'année dernière, ça pourrait ne pas marcher avec ce groupe. Voilà. Voilà. C'est pourquoi nous sommes appelés à innover. Voilà le mot. Innover. Innover. Innover nos interventions, innover nos méthodes, innover nos interventions, nos pédagogies, nos psychologies, etc. Innover. Et rappelez-vous, si vous devez communiquer, il faut transmettre des messages et être à l'écoute des messages. Oui, Fabienne. Oui.
Ouais, il y a deux choses, Fabienne. La première, c'est que euh, ok, ça n'existe pas. Code universel, ça n'existe pas. Et je vous ai parlé de code général. Et pourquoi je dis ça n'existe pas bien que ça existe? On pourrait avoir un code universel général, mais ça fonctionne avec ce groupe et ça ne fonctionne pas avec l'autre groupe. Vous voyez, c'est pourquoi on ne peut pas dire que c'est universel. Le code universel que vous pourriez connaître en tant que professeur ou bien ancien remplaçant, à la première semaine ou bien au premier jour, eh bien, vous utilisez, puisqu'il y a de buis, ou du moins les élèves ne veulent pas participer à une activité, eh bien, vous utilisez une stratégie, euh, un code, vous allez leur communiquer quelque chose qui pourrait leur motiver, ça pourrait marcher. Euh, Inattendument, ça marche. Sans qu'on pas espérer ça va marcher. Premier jour, le marché. Mais pas penser à l'année prochaine, du moins, non, non, l'autre réalité est qu'une autre fois, vous allez remplacer un professeur et que vous pensez que, ah, je fait le même genre, je vais faire le même genre. Non, ça n'existe pas. Ça ne saurait exister. Vous voyez, donc, même s'il y a des théories, c'est ça la théorie, et Fabienne. Ça que nous venons dans c'est théorie. Théorie veut dire, c'est des études, du moins, c'est des recherches qui ont été faites et que l'auteur émettent une conclusion pour dire que voilà, dans telle situation, voilà ce que vous devez faire. Mais études, professeur, chercheur l'ont fait, il t'a fait longtemps avec un groupe de monde. Donc, ça a toujours marché dans le cas pas nous. D'ailleurs, si ce n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas dans le même pays, vous voyez tellement de paramètres isolés, tellement de variantes. Donc, on ne peut pas totalement toujours se fier aux théories. Et c'est là le côté artistique nous interpelle. On est des artisans. Oui. Vous voyez, si ce que nous savons dans les écrits, dans les ouvrages, on les utilise et ça ne marche pas, c'est à nous d'inventer à ce moment-là. Et Fabienne, mpa kwen nou yon nan gen tèt pou nap chèche tout ça gen nan ouvraj yo pou nou konen et puis pour nous dire bon, on est armé à ce moment-là, on n'a perdu rien. C'est n'importe quoi. Donc, c'est notre plus grande satisfaction, c'est surtout là, lorsque nous faisons des découvertes, nous faisons des innovations. Oui, et matériel, nous pas de matériel pour nous travailler à ça, et que ou faire ménage au travail ou inventer des matériels pédagogiques, didactiques, yeah, ça c'est plus grande satisfaction. Non. Moi, je pense que ça n'a pas existé code général universel. À mon avis, c'est ça que je dit. Ok, Fabienne. Bonsoir, Mélissa. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Et je félicite vous tous qui êtes là et à faire beaucoup d'efforts pour être là. Je vous remercie de vos sacrifices. Et, sauf que, ouvert caméra pour parler bien avec nous. Sauf que, nous parlons documents. Donc, il y a des qui disent qu'il n'y a pas de temps.
pour le lire. Bon, comme c'est mon professeur, et moi dois lire Delvaris. Donc moi lis moi gen même quantité de jours à Delvaris. Delvaris c'est 8 jours te gen même j'avais. Donc et moi félicite tout le monde qui lit le tout. Et Charline gen une question. Charline, oui, ou pas lire Mamouna. Oui, parole à ou Charline. Non, le document, c'est cet ouvrage-là. Tout le monde a cette copie. Oui, je l'ai dit. Peut-être vous avez mal compris, je l'ai dit. Oui, c'est ce document-là. Tout le monde en a. OK? Non, non. Donc, vous pouvez toujours lire. C'est tellement intéressant, cette partie-là. La communication. OK. Merci. Je compte sur vous. Charline, tu as levé la main. Asseus. Ah, OK, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie. Et je vais vous retrouver, vous qui prenez le cours d'administration scolaire. Oui, attendez. Pour le cours d'administration scolaire, donc on va avoir un débat ce vendredi sur leadership nuancé. Donc, un débat qui durera 30 minutes. Donc, c'est un nouveau concept, li- leadership nuancé. Je l'ai dit sur le groupe. Leadership est nuancé, donc vous allez réfléchir sur ce concept, même faire des petites recherches. On va en discuter. Et sur la signification, c'est quoi leadership nuancé. Et c'est extrêmement important. Donc, il y a Mélissa qui élève la main. Avant Mélissa, je passe le micro à Madame Isma. Madame Isma. Oh, ok, Mélissa. Oui, ce livre. Au Powell, la psychopédagogie. Moun qui te fait copier, quand c'est fait copier, m'kwe gon l'autre étudiant te fait copier pour nous. Donc, et m'kwe tout l'autre étudiant gen, sou pas gen, joindre avec l'autre étudiant pour faire copier. M'débat plusieurs fois. Psychopédagogie. Ou du moins, trouver Madame Isma et la fait copier pour. Yeah. Ok. Eh bien, je vous dis merci et déjà bon week-end. Et, soyez bénis par le Seigneur, notre grand créateur. Et je vous porte dans mon cœur. Alors, non, bon cœur, bah, vous connaissez comme c'est pour Madame Manlier. Mais je vous porte dans mon cœur, c'est pour vous dire que je vous aime beaucoup. Et merci tout le monde et bon week-end déjà. Bye bye Melissa, bye bye Charline, Charles, Alexandra, Belinda, Fabienne, Amona. Et Dieu leur constant. Dieu leur fait silence, c'est que ils ont l'autre bagarre à régler. Donc, il pas dans le courant. Fabienne et tout le monde. Bye bye. Mais Kounia et Constant dit merci. Des fois, ça, on l'autre bagarre à régler. Merci et bye bye tout le monde.